Notre prochaine invitée, une fois n'est pas coutume, va venir nous raconter une histoire qu'elle n'a pas vécue directement. C'est l'histoire d'un autre qu'elle va raconter. Mais il y a une bonne raison à ça, c'est que raconter les histoires des autres, c'est ce qu'elle veut faire de sa vie. Et elle va venir le faire ce soir auprès de vous. Merci d'applaudir très fort. Fan. Bonsoir. Merci Patrick, merci Blandine. Moi, mon histoire, elle commence il y a 1 an et demi. En septembre dernier, je courais. Je courais parce que j'étais en retard. Donc je courais dans le 20e pour aller à la bibliothèque Marguerite Duras. Et j'allais voir une projection d'un film qui s'appelle « C'est assez bien d'être fou ». Et rien que le titre déjà, ça m'emmenait dans un ailleurs. Donc j'arrive pile à temps, essoufflée. Je m'assois et le film commence. Et en fait, c'est l'histoire de 2 amis, un réalisateur, Antoine, et un dessinateur, Bilal, qui avait eu la folle idée de prendre un camion et de faire Paris-Vladivostok pendant plusieurs mois, avec pour simple et folle ambition de dessiner sur la route. Alors, ils se sont arrêtés pour dessiner sur les escaliers d'Odessa, ils se sont arrêtés pour dessiner sur le seul et unique bateau abandonné sur la mer d'Aral. Ils se sont arrêtés pour dessiner sur les conteneurs du port de Vladivostok. Et ensuite, ils sont venus. Et donc, j'ai vu ce film et ça m'a totalement abasourdi par cette simple et folle volonté de juste vouloir aller rencontrer des gens de cette Russie un peu hantée par son passé soviétique, mais simplement pour les rencontrer à travers le dessin et la caméra. Et donc je sors du film complètement émerveillée et des étoiles plein les yeux. Et j'étais à ce moment-là en master de réalisation documentaire pour devenir réalisatrice de documentaire. Et donc je prends mon téléphone et j'envoie un mail à Antoine, le réalisateur, pour lui dire, avec tout le culot possible, « Coucou Antoine, je m'appelle Fan. Est-ce qu'on peut se rencontrer? Est-ce qu'on peut faire une interview ensemble ?» J'écrivais à l'époque aussi pour un petit journal. Et je me dis, il ne me répondra jamais. Et en fait, quelques heures plus tard, il m'envoie un mail, « Pas de souci, rencontrons-nous, je suis à Paris pour plusieurs jours, pas de souci. » Donc, super contente, on se donne rendez-vous gare de l'Est quelques jours plus tard. Et on s'assoit, j'avais préparé quelques petites questions pour sembler un peu professionnelle. Donc je commence à lui poser mes questions. Puis très vite, je sens qu'il est un petit peu agacé par ces questions, et donc je relève les yeux et je soutiens son regard, et là, il commence à me raconter son histoire, là, il commence à me raconter sa rencontre avec Bilal, son ami, comment ils se sont rencontrés dans une soirée, où ils étaient un peu paumés, ils étaient 2 idéalistes qui n'étaient pas très accordés avec la société où ils se trouvaient, et donc ils ont décidé, au bout d'1 heure, qu'ils s'étaient déjà rencontrés, de faire ce film ensemble. Ils étaient déjà en train de le penser, de le rêver. Et puis donc il me raconte tout ça, et moi j'étais de plus en plus émerveillée. Et puis je sens qu'en creux de ce film qu'il me raconte, il me raconte aussi il me dresse un portrait de son ami Bilal, qui à l'époque du film avait 20 ans, et qui déjà à 20 ans semblait avoir vécu plus que n'importe qui en toute une vie. Et puis il me semblait aussi que je connaissais Bilal, je ne savais pas comment. Plus il me racontait l'histoire de ce dessinateur, et plus il me semblait l'avoir connu, mais je n'arrivais pas à mettre le doigt dessus. Donc on se quitte au bout de 2 heures et demie d'entretien, et je lui dis, Antoine, j'ai un travail à faire pour les cours, je dois faire un film basé sur des archives, est-ce que ça ne dérange pas de m'envoyer des dessins de Bilal, et puis de faire une interview avec moi dans quelques jours, mais filmée? Il dit, pas de souci, faisons ça. Donc moi, super contente, je rentre chez moi, je me précipite sur mon ordinateur et je tape le nom de Bilal. Et là, je vois que oui, en fait, j'ai déjà rencontré dans la rue. En fait, je ne l'ai pas vraiment rencontré lui, mais j'ai rencontré ses fresques. Je ne sais pas si vous êtes parisien ou pas, mais même, il n'a pas que fait des fresques à Paris, mais il faisait des immenses fresques en noir et blanc. Souvent, c'était des hommes oiseaux ou des hommes avec des têtes d'animaux. Il y en a un à Stalingrad, enfin il y en avait un à Stalingrad, un homme à tête de bouc, recroquevillé sur lui-même, qui semblait un peu perdu là, une apparition magique, sorti d'un autre monde et qui était là dans un jardin paumé de Stalingrad, juste posé là, quoi. Et immense, c'était vraiment des immenses fresques. Et donc je vois ça, et puis je me documente sur sa vie. Antoine m'envoie des dessins et des carnets de Bilal, et je découvre qu'en fait Bilal, il a commencé à dessiner à 15 ans dans la rue, des fresques.
Puis quand il a eu 18 ans, alors il a dessiné à Paris, il a dessiné à Marseille, il a dessiné dans les Cévennes, partout. Et puis à 18 ans, il s'est dit bon, la France c'est un peu petit, je vais partir ailleurs. Donc on était en 2011, il avait 20 ans, 21 ans, et il a décidé de partir en Tunisie pour les révolutions arabes. Donc il part avec pas grand-chose, et il commence à dessiner les martyrs de la Révolution, à prendre ce vent des révolutions arabes dans la tête et de commencer à le dessiner, à lui donner une image qu'il avait en tête. Puis à un moment, les autorités tunisiennes commencent à lui proposer de l'argent pour ses dessins, et donc lui il prend peur, il se dit non, je n'ai pas très envie. Et donc il part, il se casse, il part en Libye dans les camps de Choucha, qui sont des camps de réfugiés où même les ONG ne restaient pas la nuit. Lui, il s'installe tranquille, il prend une petite tente, et puis il commence à dessiner, mais il n'y avait pas de mur. Donc il commence à dessiner sur des toiles, sur les tentes. Et puis quand il est parti un mois plus tard, il y avait déjà 5 personnes qui dessinaient dans le camp après qu'il soit passé. Donc je continue mes recherches, je continue à lire. Ensuite, une fois qu'il est revenu de Libye, il est parti en Laponie s'enfermer pendant 2 mois dans une cabane en bois, sous moins 30 degrés, avec simplement des livres, 2-3 vêtements et pas d'électricité, pas d'eau. Il se chauffait au feu de bois pendant 2 mois et demi en Laponie. Et puis ensuite, il est revenu en France. Et puis il est reparti avec son ami Antoine pour faire son épopée jusqu'à Vladivostok. Et puis ensuite, il est revenu, il est reparti aux États-Unis. Puis moi, je lisais tout ça et je me disais, mais c'est pas possible. Il faut faire un truc avec cette histoire. C'est incroyable. Enfin, comme dirait Patrick, c'est vraiment une histoire fantastique. Et donc, je me dis, mais qu'est-ce que je peux faire moi de Paris ? Je peux pas refaire les choses que lui a faites. Donc je me dis, je vais essayer de rechercher les fresques qu'il a faites à Paris pour voir si elles existent encore et pour voir si je peux les retrouver. Et donc je prends mon ordinateur, je commence à éplucher les sites pour voir s'il y a des photos de ces fresques. Je commence à répertorier les adresses. Parfois, ils ne les avaient pas. Mais donc voilà, j'imprime toutes les photos, je prends mon vélo, ma caméra et je sillonne Paris tous les matins où j'ai pas cours pour aller filmer, voir si je peux retrouver ces fresques. Alors je découvre des coins de Paris que je ne pensais pas découvrir, des maisons abandonnées en plein milieu de Paris. Et puis je retrouve certaines de ces fresques qui sont encore là après 10 ans. Alors que le street art, rappelons-le, c'est illégal et s'est effacé au bout de quelques semaines normalement. Et donc je retrouve quelques-unes de ces fresques, un peu trop peu à mon goût. Et puis celles que je ne retrouve pas, je les filme quand même, je filme ce vide. Puis je me dis, il faut que j'en fasse quelque chose de ces images. Donc je prends toutes ces images, je les monte et je fais réapparaître ces anciennes fresques qui ne sont plus là. Et en même temps que je commence à refaire vivre ces fresques à travers ces images, j'écris à Bilal, je lui rends hommage, parce que en fait Bilal, quand il est parti aux États-Unis à Détroit, il avait 23 ans, et il n'est jamais revenu de son voyage, il est parti là-bas avec plein de fantasmes en tête, encore plein de lectures qu'il avait faites, et il n'est pas revenu, il est allé à Détroit et il s'est fait assassiner par des gosses qui voulaient lui piquer sa thune, donc voilà, il est resté là-bas. Et donc moi, je me suis dit, on ne connaît pas son histoire. Enfin, c'était quelqu'un qui avait des idéaux emplis de liberté, qui voulait faire un truc, qui ne se demandait pas s'il avait le droit de le faire ou si on lui permettait de le faire. Il partait, il le faisait. Et il permettait juste aux gens qu'il rencontrait de voir la vie avec un autre regard, un regard, c'est un petit peu niais de dire ça, mais plein de poésie et vraiment fantastique, plein de merveilles. Et moi, c'est vraiment ça qui m'a touchée quand je vois ses dessins, quand je vois ses fresques, quand je lis ses écrits. Et donc, je fais ce film, et après, je commence à écrire mon deuxième film, qui est toujours sur ce personnage. Et voilà, je me suis dit que je voulais ce soir vous raconter son histoire, non seulement parce que c'est un personnage extraordinaire, mais c'est aussi quelqu'un qui permet de décloisonner l'horizon et de le rendre large et infini. Et c'est vraiment ça que je me dis, que j'ai envie de transmettre dans mes films et que j'ai envie de transmettre ce soir à vous. Voilà, donc merci beaucoup de m'avoir écouté.